Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une action que nous effectuons sans y penser de 12 à 20 fois par minute en moyenne. Je veux parler de la respiration. Pour cela, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Maurice Fréchuret, historien de l'art, commissaire d'exposition, essayiste, auteur entre autres de 2 ouvrages très empruntés en bibliothèque d'école d'art, Le mou et ses formes et Effacé, paradoxe d'un geste artistique. Maurice Fréchuret, vous avez dirigé durant votre carrière de conservateur plusieurs établissements, dont le musée Picasso à Antibes, le CAPC à Bordeaux, et les musées du XXe siècle des Alpes-Maritimes à Nice. Bonjour Maurice Fréchuret. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour de votre dernier livre qui paraît aux Presses du Réel et qui s'intitule « Respirer, la puissance créatrice du souffle » et qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait qualifier de réflexion au long cours puisqu'il constitue en quelque sorte rétrospectivement le 4e volet d'un ensemble de réflexions que vous avez consacré à la représentation et à la place des gestes innés dans l'art, constitués par Figure de la marche, 2000, Hors d'œuvre, ordre et désordre de la nourriture, 2004, et Manger, dormir et autres rêves, 2006, qui sont des catalogues d'exposition, à la différence du livre qui vient de paraître, que l'on peut lire néanmoins comme si on déambulait dans un musée, puisqu'il est très abondamment illustré et qu'on prend plaisir en le feuilletant à des rencontres d'œuvres dont on ne comprend pas toujours tout de suite les affinités, mais qui s'éclairent mutuellement depuis des époques parfois très éloignées, puisque, fidèle à vos habitudes, vous avez adopté dans ce livre un point de vue transhistorique. Pour commencer, puis-je vous demander ce qui est à l'origine de votre envie de travailler la question des gestes innés, et est-ce que ce sujet s'est imposé progressivement au fil des commissariats, ou s'agissait-il d'un vaste programme que vous vous êtes donné à l'avance ? Alors, ce n'est pas un programme, absolument pas, puisque en réalité, lorsque je conçois une exposition, je la conçois à partir des œuvres. Donc c'est la longue fréquentation des œuvres d'art qui m'ont donné, dans un premier temps, l'idée de faire une exposition. Vous avez donné la date, c'était 2000. J'étais à l'époque conservateur au musée Picasso à Antibes. L'idée de faire une exposition à partir des œuvres, parce que j'avais repéré que dans l'histoire de l'art, dans la fréquentation des musées que je fais, dans la fréquentation des ouvrages d'histoire de l'art, la figure de la marche apparaissait de manière très 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 récurrente. Donc avec Thierry Davila, qui était mon adjoint à l'époque, nous avons pensé, réfléchi, organisé cette exposition et bien naturellement, nous avons fait un catalogue. Je ne conçois pas une exposition sans qu'elle soit accompagnée par un catalogue. Et nous avons donc beaucoup travaillé sur le thème de la marche. Arrivé au CAPC quelques années plus tard, au CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, l'idée de poursuivre les gestes innés, une réflexion sur les œuvres qui parlent de gestes innés, m'a été soufflée par deux adjoints également. Dans un premier temps, Éric Fellonneau, qui m'a proposé de faire une exposition sur la nourriture. J'ai évidemment immédiatement compris qu'il y avait là un enjeu formidable, puisque, comme pour le premier, il s'agissait d'un réflexe inné, qu'il était bon de faire déboucher ce travail de réflexion sur une exposition. Puis c'est ensuite François Poiset, qui, autre adjoint également, qui était dans l'équipe du musée, du CAPC Musée d'art contemporain, qui m'a proposé, ayant compris que je m'intéressais aux gestes innés, aux réflexes que l'on n'apprend pas, mais qui sont immédiatement donnés lorsque nous naissons, le thème de dormir.
Donc voilà, c'est ce polyptyque, je pourrais dire, qui se conclut aujourd'hui avec un livre qui pourrait peut-être un jour donner lieu à une exposition sur ce quatrième, peut-être dernier geste inné qui est celui de la respiration. Et la respiration, c'est peut-être aussi le plus ambivalent des gestes innés que vous avez explorés jusqu'à présent. C'est quelque chose que savent bien notamment les personnes qui sont, sujettes, aux crises d'angoisse. C'est que dès qu'on commence à prendre conscience, à conscientiser son propre souffle, sa propre respiration, ça peut assez rapidement devenir une source d'inquiétude et justement ce caractère automatique, du souffle, c'est quelque chose qui nous échappe profondément et peut devenir le lieu d'une grande vulnérabilité. Est-ce une vue de l'esprit ou est-ce que ce geste inné vous a effectivement conduit vers un corpus, qui parle particulièrement de la question de la fragilité? Alors vous avez raison aussi, j'avais calculé que nous respirons, nous expirons et nous inspirons plusieurs millions de fois dans notre vie. Vous avez dit tout à l'heure, une dizaine, douzaine de respirations par minute. Si on fait le calcul sur, mettons 80 ans, ça fait, un nombre absolument considérable de souffles. Et évidemment, ce souffle peut être enrayé par, des tas de choses qui arrivent. Ça peut être, l'asthme, ça peut être des maladies beaucoup plus sérieuses, ça peut être, aussi, des effets, produits par, l'environnement, la pollution, et puis bien sûr dans des cas de crise très particulières, je pense en particulier, aux guerres. On a parfois recours à des masques à gaz, qui permettent effectivement de conserver, cette possibilité de respirer. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'il y aurait aussi une espèce d'air du temps, sans mauvais jeu de mots, autour de cette question-là auquel vous auriez pu être sensible? Parce qu'on va reparler dans un petit instant d'un écrit de Emanuele Coccia. Il y a aussi ce livre de Marielle Massé qui est paru peu après le vôtre, qui s'appelle Respire. Et autour de ces peut-être de retombées après la pandémie, est-ce que vous avez aussi été sensible un peu à une actualité? Je n'en étais, réellement et très sincèrement pas conscient, quand j'ai commencé à réfléchir, sur ce qui est à mon avis pas un thème, mais qui est un phénomène, qui est une interrogation, qui est un questionnement. En réalité, j'y travaille depuis, j'ai retrouvé des lettres, des échanges avec des amis depuis plus de 12 ans. Donc je ne dis pas que je travaille, quotidiennement, 8 heures par jour, mais il m'est arrivé effectivement de prendre des notes et ce depuis, plus de 10 ans, hein, ou peut-être même 12 ans. Alors effectivement, l'air du temps et le jeu de mots, vaut qu'on s'y arrête une seconde, car, vous avez cité, ces auteurs, que j'ai lus, pour partie au moins. En tous les cas, j'ai lu, Marielle Massé, qui est un très, très beau, très, très petit, mais très beau livre. Et dernièrement, je suis allé à Paris, au Jeu de Paume, et il y a une très, très belle exposition qui s'appelle «Abus de souffle» de Bertille Bach, qui est une artiste que j'aime beaucoup, que je regarde depuis assez longtemps. Et elle aussi, évidemment, parle, le terme le dit bien, du souffle, de la respiration. Donc, bien sûr, nous sommes dans l'ère du temps, mais encore une fois, ce n'était pas au début, très, conscient, dans ma démarche. L'une des premières œuvres reproduites dans le livre, c'est aussi une des œuvres les plus anciennes, qui remonte au Paléolithique, donc entre 29 000 et 22 000 avant notre ère. Ce sont ces mains négatives qu'on a pu retrouver sur les parois de la grotte de Gargas dans les Hautes-Pyrénées, et ce qui montre effectivement un lien très très ancien entre le souffle et le geste même de la création, avec d'ailleurs différentes techniques identifiées par les archéologues. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi consistent ces différentes méthodes et comment elles impliquent le souffle de l'artiste? Alors vous avez cité Gargas, il y en aurait, des dizaines d'autres grottes dont les parois sont recouvertes de ces mains dites négatives. Il y a Pechmerle, en France, Gargas, partout en Indonésie, avec, des datations encore plus anciennes. Le Gravecien, 30 000 ans
à peu près moins 30 000 ans en France et dans la péninsule ibérique, mais en Indonésie, je crois que c'est plus de 40 000 ans où des hommes ont soufflé du pigment dans la bouche qu'ils ont mâché longuement avant. Ils ont posé la main sur la paroi comme une sorte de pochoir. Ils ont jeté, craché, soufflé ce pigment, enlevé la main et évidemment le dessin apparaît d'une main négative. Ils l'ont fait avec leurs propres mains. Ils l'ont fait avec la main d'autres personnes, y compris d'enfants et de bébés. Donc c'est assez extraordinaire que il y a 30 000 ans, 40 000 ans, des artistes, on pourrait dire, en tous les cas des hommes munis de l'attirail du peintre, vont s'ingénier à marquer les parois d'une grotte par le souffle, avec, je vous dis bien, ce pigment qu'ils ont longuement mâché et qui est devenu une sorte de liquide qui permettait effectivement de peindre leurs mains. Et il y a aussi à Gargas, je crois, un questionnement autour de certaines phalanges manquantes, dont on se demande comment interpréter. Est-ce que c'est un langage? Est-ce que c'est... C'est un long débat, et là je m'immiscerai avec difficulté parce que je ne suis pas un paléontologue. On a émis beaucoup d'hypothèses. On a dit ce sont des mutilations volontaires, ce qui paraît peu concevable, compte tenu du fait que ce sont des tribus chasseurs, et que on a besoin de toutes ces phalanges, de tout ce que nous avons pour pouvoir tenir une lance, pour pouvoir tenir une arme avec laquelle on sera susceptible de tuer du gibier, voire des bêtes beaucoup plus grosses. Donc c'est difficile, hein. J'aurais des difficultés à vous répondre. Les paléontologues et les autres préhistoriens eux-mêmes sont en difficulté pour donner de vrais... Certains, et je me rapprocherai peut-être de cette idée, disent que c'est avec des doigts repliés qu'ils ont fait des mains où les doigts n'apparaissent pas dans leur entièreté. Peut-être est-ce déjà des codes, des signes. Tout ceci est très difficile à analyser. Peut-être qu'un jour on trouvera la solution, mais pour le moment, je crois qu'il faut être très prudent. Le roi Gourand était celui qui nous a avertis sur la difficulté d'interprétation, et il nous disait qu'il fallait toujours être d'une grande prudence quand il s'agissait de définir, d'analyser les dessins et les autres signes dans les grottes préhistoriques. La respiration des visiteurs, on le sait, peut être aussi dommageable aux œuvres, et particulièrement aux œuvres de cette époque-là. Les fresques préhistoriques, on a entendu parler tous de la maladie blanche de Lascaux, où donc le souffle des vivants vient faire disparaître des œuvres extrêmement anciennes. Et vous mettez justement au début du livre en relation ces mains négatives, ces empreintes de souffle, avec une installation de l'artiste colombien Oscar Munoz qui s'appelle Aliento, Souffle. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette œuvre si particulière? Alors, il s'agit d'une douzaine de miroirs, pas très grands, 20 centimètres de diamètre, qu'il a posés sur le mur, qui cachent des images d'hommes, de femmes qui ont été violentés, si je puis dire, par les régimes autoritaires du pays d'Oscar Munoz, lorsque la dictature y régnait. Et ces images n'apparaissent pas tout de suite. Il faut se rapprocher et il faut souffler pour qu'elles apparaissent. C'est le spectateur qui, dans un jeu interactif, fait découvrir l'image qui a été occultée en quelque manière par une sorte de pellicule de graisse, de matière qui se dissout au souffle et qui recompose ensuite cette espèce d'enveloppe qui fait apparaître et disparaître l'image en question.
Et là, il y a ce lien avec la thématique de l'effacement que vous avez déjà beaucoup travaillé. Oui, Est-ce alors qu'elle a, ouais, est-ce qu'elle a c'est été amusant. récurrente dans Oui, votre oui, travail? d'ailleurs, c'est exact. Dans mon livre sur Effacé, l'œuvre d'Oscar Munoz est bien naturellement citée et un peu analysée. Une part importante du livre revisite une partie de l'histoire de la peinture qu'on pourrait rattacher en première lecture aux scènes de genre, mais qui appartiennent peut-être davantage au genre de la vanité, puisque vous vous intéressez notamment aux scènes de souffleurs de tisons. Alors évidemment, avec beaucoup de tableaux issus de la période, on va dire, du post-caravagisme, mais aussi vous citez un tableau magnifique du Gréco qui est un peu précurseur sur ce sujet, avec souvent des visages enfantins. Que nous disent ces images en dehors de leur merveilleuse beauté plastique? Alors, il y a les souffleurs, il y a toute une série d'œuvres qui forment toutes, euh, de rares exceptions, des allégories sur la fragilité de l'existence, en réalité. Les souffleurs de tisons, les souffleurs de bulles, que l'on trouve dans l'œuvre de Matthias Storm, du Gréco, de Georges de la Tour, ou les souffleurs de bulles que l'on va trouver chez Chardin, Gérard Doux, jusqu'à Édouard Manet, sont effectivement des, des vanités, au fond. Je crois que le terme vanitas le dit bien, qui rend compte de la fragilité de l'existence. Et une bulle, qu'est-ce que c'est, si ce n'est effectivement une enveloppe qui contient de l'air, qui, pendant un certain temps, peut miroiter avec un jeu de lumière, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très beau, très agréable à voir. D'ailleurs, c'est un jeu que les enfants aiment passionnément. Il suffit de se souvenir des jeux que nous avons pratiqués avec de l'eau savonneuse et une petite pipette ou une petite paille comme ça. On arrive effectivement à trouver un monde entier dans cette bulle, mais qui peut éclater très vite et qui va d'ailleurs durer très peu de temps, comme la vie. À l'aune de l'éternité, la vie de l'homme, la vie humaine est extrêmement courte, extrêmement fragile, et la bulle d'air en témoigne. Elle rend compte effectivement, par ses caractéristiques, celle de la vie. Effectivement, il y a les souffleurs de tisons, il y a les souffleurs de bulles dans le tableau, et vous évoquez aussi, peut-être moins connu que le tableau de Chardin et celui de Manet, un portrait de Pierre Mignard, donc un portraitiste de la fin du XVIIe, où cette petite bulle de savon fait complètement basculer l'interprétation qu'on peut se faire du tableau. Alors voilà, Pierre Mignard est un artiste que notre goût actuel considère comme un artiste certes sympathique, mais peu opérant aux yeux de l'histoire de l'art en général. On a d'ailleurs inventé le terme de mignardise à ce propos pour définir une chose un peu légère, un peu surannée, un peu sans grande importance, disons. Or, derrière cette joliesse apparente se cache un drame, puisque l'enfant que Pierre Mignard peint est morte, et les commanditaires ont demandé à Pierre Mignard sinon faire ressusciter leur fille, du moins de la figurer, de la faire voir, la faire représenter à travers une manière, si vous voulez, de la rendre encore vivante à leurs yeux. Donc c'est un tableau à double sens. Et d'abord, il est assez beau. On ne peut pas dire que ce soit un chef-d'œuvre absolu, mais c'est un assez beau tableau. Et cette histoire nous le rend évidemment plus beau encore.
Et en relation avec ces nombreuses peintures et gravures, on n'a pas parlé de Goltzius aussi, autour de l'Homo Bulla, vous évoquez le travail de l'artiste niçois Roland Flexner, et ces bulles de savon qui sont des dessins produits avec le souffle. D'ailleurs, ça m'a surpris en lisant le livre que, on parlait de technique, enfin de jeu enfantin, il y a aussi cette technique très enfantine de l'encre soufflée avec une paille sur le papier on a tous pratiqué et qui est finalement assez peu présente dans l'histoire de l'art. J'en vois assez peu d'exemples à part certaines encres de Victor Hugo. Et Roland Flexner, justement. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi consiste cette série de dessins de Flexner et comment vous la reliez à votre thématique? Oh bah, elle est facile à relier, hein. Il s'agit aussi de la même façon de l'utilisation du souffle, un petit souffle, hein. Il ne s'agit pas de souffler très abondamment et très fortement, mais Roland Flexner, et vous avez raison de souligner qu'il est un artiste niçois, même s'il vit actuellement et depuis longtemps à New York, fait des dessins avec cette petite paille et avec ce mélange d'encre et de la vie, autrement dit, d'encre et d'eau, et il va souffler et faire apparaître aussi sur sa feuille de papier un monde qu'il va travailler, hein. C'est pas une bulle, c'est pas le fruit d'un automatisme, de quelque chose, d'un geste comme ça immédiat. C'est retravaillé, c'est largement recadré, retravaillé, et ça produit effectivement des effets d'une grande beauté, d'une grande délicatesse. Alors revenons un petit peu en arrière dans l'histoire de l'art, un peu comme vous le faites dans le livre aussi, avec beaucoup d'allers-retours, à la période médiévale, hein, où règne cette idée que c'est l'âme qui anime le corps, donc un petit peu comme la respiration, et qui a l'idée d'une âme souffle. Et vous mettez notamment au jour une image assez saisissante, qui est peut-être un peu une bizarrerie iconographique, qui est une mort de Marie-Madeleine réalisée par un peintre primitif catalan. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette image si singulière? Je suppose que vous parlez de Martorell, C'est ça. Bernat Martorell, qui est finalement un artiste précieux en ce qu'il va... bon, c'est un peintre évidemment tout dévolu à la foi qu'il anime, et les personnages qu'il nous présente répondent je dirais, à une codification qui est établie depuis déjà au moins un siècle ou deux, hein, à peu près à l'heure où nous parlons, hein. Donc, de quoi s'agit-il? D'une représentation de l'âme souffle. Alors, cette âme souffle sort de la bouche de la défunte et est saisie par Jésus, hein, qui va donc en quelque manière, au moment de la dormition de la Vierge, on dit dormition pour dire la mort de la Vierge, prélever, ou plutôt recueillir l'âme souffle qui prend la forme d'un enfant, hein, d'un bébé parfois, d'un tout petit bébé parfois, et cette âme souffle, qui est donc figurée sous la forme d'un bébé, Jésus va l'accueillir dans ses mains, et c'est à ce moment-là, oui, presque simultanément à la dormition, que l'Assomption de la Vierge se produit. C'est un fait assez intéressant que le mot inspiration, du moins en français et en anglais, soit le même pour désigner la première étape de la respiration et aussi l'impulsion première de l'artiste au moment de la création. Mais il y a eu un artiste très déterminant au XXe siècle, peu suspect de croire au mythe de l'inspiration, et qui se désignait pourtant comme respirateur. Alors, est-ce que vous pourriez prendre un instant pour nous dire quelle place cette question du souffle et de l'air dans l'œuvre, De Marcel justement dans le désœuvrement d'un certain Marcel Duchamp? Voilà. Alors, désœuvrement, je ne dirais pas jusque-là, parce que bon, c'est vrai qu'il a souvent dit « je préfère respirer que travailler », mais comme
Picasso qui disait je ne cherche pas, je trouve. En fait, ce sont des gens qui travaillent. Picasso, je crois qu'on compte quelques 40 000 œuvres, donc il cherche constamment. Et pour Duchamp, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui peut respirer et respire bien. Il dit lui-même, je suis un grand respirateur avant tout, mais c'est aussi quelqu'un qui s'adonne à des activités artistiques constamment, en tous les cas très fréquemment. Et son œuvre en témoigne. C'est un chercheur assidu, un chercheur qui fait œuvre, et son œuvre est toujours, je dirais, véhiculée par de la pensée, de la réflexion. Mais c'est un grand respirateur, et il donne l'impression, je dirais un peu comme un dandy, comme un aristocrate, de ne pas travailler et de vouloir avant tout prendre du bon temps et respirer. C'est un grand respirateur, c'est le nom qu'il se donne lui-même, mais il ne faudrait pas oublier, surtout dans une école des beaux-arts comme ça, que pour être un grand artiste, il faut quand même beaucoup travailler aussi. Et pas simplement passer du temps à regarder l'environnement. Et alors justement, les œuvres de Duchamp qui témoignent de cette question du souffle, ce serait quoi? Oui, alors il y en a plusieurs, mais il y en a une tout particulièrement qui a attiré mon attention et qui ne pouvait pas ne pas être mentionnée dans un livre. C'est son verre Air de Paris. C'est une bouteille de verre qu'on trouve en pharmacie, qu'on trouvait en pharmacie au moment des grandes épidémies. Et on l'utilisait pour soigner les personnes. Il s'agit en fait d'un verre qui sert à la sérothérapie. J'ai fait une petite enquête. Je ne comprenais pas très bien à quoi pouvait servir ce verre, cette petite bulle de verre aussi, ce petit récipient. Et c'est donc pour pratiquer la sérothérapie que l'on utilisait ce verre. Et Marcel Duchamp en a acquis une pour enfermer de l'air de Paris. Donc c'était facile, il suffisait qu'il ouvre et puis qu'il la ferme aussitôt. L'air s'était engouffré et il va transporter ça à New York et offrir cet air de Paris, l'œuvre s'appelle comme ça, à son collectionneur préféré, Arensberg. Voilà, donc c'est un déplacement de l'air de Paris à New York. Elle n'a jamais été ouverte, bien sûr, et on peut supposer que... alors, elle a été refaite ensuite, parce que je crois qu'elle a été l'original a été perdu, mais elle a été refaite ensuite en 64. Il y a quelques répliques qui ont été faites, mais voilà, un peu de transvasement de l'air que Marcel Duchamp a nécessairement respiré pour la transporter ensuite dans un autre continent. Alors, vous consacrez aussi plusieurs pages dans le livre au travail de l'artiste italien Giuseppe Pennone, notamment cette pièce qui est dans les collections de Beaubourg, qui s'appelle Souffle 6, et qui est une énorme empreinte du corps de l'artiste dans la terre, qui ressemble d'ailleurs à une sorte je trouve, de gigantesque poumon de terre cuite. Et également l'installation Respirer l'ombre. Et ces œuvres m'ont fait penser à certains passages du livre d'Emanuele Coccia, La vie des plantes. Et donc j'avais envie de vous proposer une petite citation sur laquelle réagir et à laquelle relier peut-être le travail de Pennone. L'air que nous respirons n'est pas une réalité purement géologique ou minérale, elle n'est pas simplement là, elle n'est pas un effet de la terre en tant que telle, mais bien le souffle d'autres vivants, les végétaux. Il est un sous-produit de la vie des autres. Dans le souffle, le premier, le plus banal et inconscient acte de vie pour une immense quantité d'organismes, nous dépendons de la vie des autres. Le vivant ne se contente pas de donner vie à la portion restreinte de matière que nous appelons son corps, mais aussi et surtout à l'espace qui l'environne. Souffler, c'est faire monde, se fondre en lui. L'existence du monde n'est pas un fait d'ordre logique, c'est une question pneumatologique. Seul le souffle peut toucher et éprouver le monde, lui donner existence. On ne peut que respirer le monde. Alors,
Comment vous pourriez éventuellement décrire cette question du souffle et de la respiration chez Pennon, et peut-être en lien avec ces mots de Kotia? C'est un très beau texte, hein, déjà, et je trouve qu'il résonne merveilleusement bien avec le livre beaucoup plus récent, pratiquement contemporain du mien. Je crois qu'il est sorti à peu près en même temps, à 15 jours près, de Marielle Massé, hein, qui porte le titre très sobre, mais très percutant de Respire, hein. C'est comme une sorte d'injonction, hein, respire. Voilà, c'est bon. Euh, Chez Pennon, la respiration l'idée d'une respiration fait monde. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas simplement les poumons qui s'ouvrent, se développent et au contraire se répriment ensuite. C'est un monde entier avec lequel il est en jonction, avec lequel il est en totale phase. Et l'œuvre à laquelle vous faisiez allusion, c'est-à-dire ces espèces de grosses masses de terre, de terre cuite, qu'il a embrassée, qu'il a véritablement enlacée. C'est d'ailleurs tellement vrai que si vous remarquez bien, les marques de son blue jean et de sa ceinture apparaissent en creux dans la forme qui a été produite par cet enlacement. Et il y a cette petite tubercule, on pourrait dire, cette petite Orifice. cet petit orifice qui évoque la bouche par laquelle l'air est censé être passé. Donc vous voyez, c'est une épousaille du monde, c'est une épousaille de la nature. Il y a d'autres œuvres chez lui qui nous montrent ça. Je pense en particulier cette très belle œuvre que j'avais présentée au CAPC lorsque je le dirigeais, qui est un tas de patates, ça s'appelle patate, donc un tas de pommes de terre qui étaient dans un coin du bâtiment, et dans lequel se trouvent des morceaux de bronze qui sont des moulages de son propre visage. Alors, qui sont des éléments de son visage. Et tout ça est mélangé. Donc c'est pour vous dire cette symbiose, cette osmose entre la nature et lui-même, entre l'art entre l'art et la nature. On pourrait, si on voulait reprendre ces vieux schémas entre la nature et la culture, mais je crois que c'est un petit peu dépassé tout ça. Et je dirais que surtout, ce qui fait la force de Pennon, c'est sa manière d'embrasser et de respirer le monde à travers la nature. Il y a un classique des prestidigitateurs qui consiste à se plonger, qui a été inventé par Houdini, qui consiste à se plonger dans une piscine et ligoter, et à essayer de se libérer devant les spectateurs. Et c'est évidemment toujours très éprouvant à regarder parce qu'on ne peut pas s'empêcher de retenir très littéralement son souffle pour la personne qui est en apnée. Et vous évoquez aussi dans le livre un certain nombre d'œuvres de performance, et je pense notamment à une pièce de Chris Burden, qui a aussi une dimension d'ailleurs très politique, et qui produit cet effet très physique sur la personne qui regarde les témoignages qui nous restent de la performance. Alors le souffle, vous avez raison de le mentionner, n'est pas simplement un jeu qui agrémente la vie, qui la rend possible et qui la rend légère. Le souffle peut être, je le disais en préambule, assujetti à des contraintes, peut-être aussi lié à des moments historiques très pénibles. Je pense à la guerre de 14-18, et je pense aussi, bien sûr, immanquablement aux chambres à gaz, hein, où le souffle, devient impossible, la respiration devient impossible par tout ce que les idéologies guerrières peuvent avoir produit comme torture. Lorsque Chris Burden
va incessamment et pendant plusieurs minutes plonger sa tête dans une espèce de bassine remplie d'eau et aller jusqu'au bout de l'expiration pour finalement ressortir parce que c'est impossible de faire autrement. C'est un geste, une action, une performance, je dirais presque au sens sportif du terme, une performance très 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 difficile, très très violente. Mais et vous avez raison aussi, ce n'est pas sans résonance avec des supplices que l'on peut infliger à certaines victimes et tout particulièrement dans ce début des années 60, ce qui se passe en Algérie où il y a une torture qu'on fait subir aux gens, aux prisonniers, qui consiste effectivement à les noyer ou jusqu'à la mort parfois, mais le plus souvent, on fait ressortir la tête pour obtenir des aveux ou des renseignements. Donc un supplice que Chris Burden s'inflige lui-même, mais qui peut, dans des situations autres, devenir tout à fait mortel. Et Bill Viola, qui n'est pas non plus que le vidéaste de la contemplation, avec cette pièce qui s'appelle Nine Attempts to Achieve Immortality, fait quelque chose un peu du même registre. Oui, peut-être moins violent, moins immédiatement physique. J'évoquerais plutôt Marina Abramovic et Hullet, qui eux aussi font une performance très étonnante puisqu'il s'agit de s'embrasser. Alors bon, évidemment, quand on s'embrasse, tout est plaisir, mais lorsque le bouche à bouche dure si longtemps, que les souffles s'interpénètrent et que l'on va absorber toute la toxicité des souffles de l'autre et réciproquement, ça devient effectivement peut-être sinon un supplice, en tous les cas quelque chose, un geste terriblement éprouvant. Effectivement, la respiration, c'est justement un peu ce point de perméabilité entre le monde et soi. Et on parlait de l'ère du temps au début de l'entretien. Et effectivement, dans notre époque où notamment les bouleversements climatiques nous rappellent un peu les limites d'une pensée concevant l'individu comme séparé du monde et de la nature, ces problématiques font particulièrement écho à notre temps. Et quelles seraient les œuvres qui pourraient répondre à cette problématique de l'environnement? Alors il y en a plusieurs, et je pense en particulier à Gustav Metzger, qui a produit une œuvre, je crois que les dates, il me semble que c'est au début des années 70, je crois. 72. C'est ça, hein, 70, qui est une œuvre assez extraordinaire, où il a assemblé une centaine de voitures, dont le pot d'échappement est branché dans une sorte de serre, en quelque sorte, d'assez grande dimension. Vous imaginez une centaine de voitures qui forment le tour de cette serre, et les pots d'échappement sont branchés à l'intérieur de cette serre. Vous imaginez évidemment ce que ça peut produire comme pollution considérable. Et c'est une œuvre étonnante, hein, très, 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 très belle, que Metzger a produite et qui rend bien compte évidemment des inquiétudes que l'artiste avait dans une époque où les problèmes environnementaux ne sont pas l'objet d'une prise de conscience très, très, très importante. Lui, si, là, et c'est assez extraordinaire. Vous parliez d'une exposition que vous avez vue récemment au début de notre entretien. Celle de Bertil Bach. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres que vous avez rencontrées après avoir remis le manuscrit aux presses du Réel et que vous regrettez de ne pas avoir intégré dans le livre? Celle de Bertil Bach,
principalement, hein, je dirais. Alors il y en a peut-être d'autres, mais peut-être moins marquantes. Mais celle de Bertie Bach, alors j'ai pas le nom de cette pièce, c'est 2 écrans que l'on voit, qui sont, en quinconce et que l'on voit, quand on est placé correctement, on arrive à voir les 2. Et dans une, sur un écran, oui, un écran, on voit, un groupe d'hommes, avec des soufflets et qui agitent leurs soufflets. Ils sont tous sur une petite sorte d'architecture très belle, blanche, euh, comme celle que l'on peut trouver au Maroc. Et puis ailleurs, sur l'autre écran, si je me souviens bien, c'est un groupe de 5 ou 6 femmes qui, à l'aide d'un aspirateur, puisent l'air du ciel, en quelque sorte. Donc on a ce phénomène de respiration, d'expiration, d'inspiration, célébré, si je puis dire, par, d'un côté, ces femmes qui aspirent, et d'un autre côté, ces hommes qui soufflent, qui agitent leur soufflet. C'est très, très beau. Vous êtes actuellement en train d'écrire un nouveau livre. Est-ce que vous accepteriez de nous en dire quelques mots? Oui, je n'ai pas de secret, surtout pas pour la Villa Arson. Il s'agit d'un livre que j'ai construit, ou plutôt que j'ai pas vraiment construit dans ma tête, et qui, c'est d'ailleurs assez différent des autres, parce que les autres ont un plan. Là, je dirais, un peu comme oui, par l'inspiration, je produis des chapitres les uns après les autres. Tous ont un rapport avec la cécité, avec l'aveuglement. Soit l'aveuglement par accident, soit l'aveuglement par maladie, soit de naissance. Et j'ai cru repérer là aussi, selon la méthode qui est la mienne, que j'ai définie tout à l'heure, un nombre d'œuvres considérable d'artistes anciens ou très contemporains, modernes, en tous les cas du XXe siècle ou du XXIe siècle, et puis je vous dis bien dans des périodes encore plus anciennes, qui ont traité le thème de la cécité et de l'aveuglement. J'ai fait un chapitre entier sur Sophie Calle, naturellement, qui a demandé à une douzaine de gens aveugles de naissance de définir pour eux ce qu'est la beauté. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu, que je trouve très émouvant, et en même temps d'une grande richesse propice à la réflexion. Merci Maurice Fréchuret pour votre temps et vos réponses très C'est moi détaillées. qui vous remercie.